L'histoire de Pablo Emilio Escobar Gaviria commence le 1er décembre 1949 à Rio Negro, une ville agricole qui est à une trentaine de kilomètres de Medellín. Medellín que vous connaissez peut-être puisque, après Bogota, c'est la deuxième ville la plus peuplée de Colombie. Le petit Pablo grandit dans une famille nombreuse, il a 6 frères et sœurs. Son père s'appelle Abel de Jesus Escobar, c'est un agriculteur de la région qui travaille beaucoup. Abel n'est pas très présent pour ses enfants, alors Pablo et ses frères et sœurs sont principalement élevés par leur mère, Hermilda de los Dolores Gaviria. La mère de Pablo Escobar est institutrice, elle va pas mal bouger pour le boulot, et surtout, elle transmet des principes religieux à ses enfants, avec un seul mot d'ordre, tiens toujours ta parole. Je vous le disais, pour le boulot, Hermilda va un peu enchaîner les missions de prof pour les écoles du coin et va donc être forcée de déménager dans la région de Medellín. Et dans tous les villages dans lesquels la petite famille s'installe, les petits sont rapidement confrontés à un gros problème, la violence. La violence, c'est partout dans la région. Et là, parce que je veux être sûr que vous compreniez bien le contexte dans lequel le petit Pablo Escobar a grandi, je vous fais un micro point d'histoire. On est à la fin des années 40 en Colombie et une guerre civile fait rage dans tout le pays. Elle oppose les membres du parti conservateur qui sont au pouvoir aux libéraux qui, eux, sont prêts à tout pour renverser le gouvernement. Et dans cette période-là, il y a aussi des groupes de mecs qui sont dans aucun des deux camps, juste des délinquants ou des criminels, souvent issus des campagnes, qui profitent du bordel qui a lieu dans le pays pour terroriser les plus riches de Colombie et piller les commerces. Pablo grandit donc dans cette ambiance, pas hyper funky, puisque ultra tendue et meurtrière, et alors qu'il est encore hyper jeune, il assiste à des scènes de violence inouïes. À 12 ans, il s'installe avec sa mif dans la ville d'Envigado, au sud de Medellín, et il rencontre des jeunes qui sont fascinés par la révolution qui vient d'avoir lieu à Cuba. En fait, ses potes sont surtout fascinés par le meneur de cette révolution, un certain Fidel Castro. Pablo s'identifie à fond à cette figure qui a réussi à renverser le système, et c'est comme ça que son esprit révolutionnaire se renforce. Bon, à son échelle, il fait la révolution comme il peut. Pour l'instant, il triche beaucoup à l'école. Ouais, je vous rappelle, Pablo a 12 ans, mais il grandit à Medellín, qui est, je vous le rappelle, une grande ville de Colombie, mais surtout la capitale du crime. Pablo, à cette période, commence à rencontrer de plus en plus de types bizarres qui lui promettent monts et merveilles à condition de contourner la loi. Alors, pendant son adolescence, Pablo a des hobbies un peu chelous, voire carrément glauques en vrai. J'ai lu par exemple qu'il se met à voler des pierres tombales dans les cimetières, qu'il efface les noms et qu'il les revend. Mais il va pas s'arrêter là, il va voler des bagnoles, revendre des cigarettes de contrebande, il commence même à former une petite bande avec son cousin Gustavo Gaviria. Bon, j'avance un peu dans le temps, on est en 1971, Pablo a 21 ans et il commence à être de plus en plus populaire dans les rues de Medellín. Grâce notamment à un événement, en fait, Pablo Escobar revendique le meurtre d'un millionnaire qui vient d'être retrouvé étranglé dans la ville. Alors, on ne sait pas vraiment si Escobar est derrière tout ça, mais enfin, en revendiquant ce meurtre, il sait que c'est plutôt bon pour sa street cred et qu'il va se faire encore plus aimer des classes populaires. Les pauvres des quartiers populaires de Medellín voient en Pablo Escobar une sorte de Robin des Bois des temps modernes. Alors voilà, on est au début des années 70, Escobar est un criminel renommé, mêlé à des histoires de vol, de meurtre, de trafic de marijuana, et Pablo commence à entendre qu'aux États-Unis, les jeunes Américains commencent à se lasser progressivement de la weed. Les temps changent et les jeunes Américains commencent à se passionner pour des drogues plus fortes, notamment pour la cocaïne. Et Pablo Escobar, qui est un gars malin, il sait que la cocaïne est issue des feuilles de coca, qui poussent beaucoup en Amérique du Sud, c'est pratique. Alors assez vite, il développe des structures et il faut bien dire qu'il est avant-gardiste. Il achète des kilos de cocaïne aux producteurs, il la transmet ensuite à des passeurs qui vont vendre la cam aux US en échange d'une commission qui revient directement à Escobar. Et avec ce business, assez vite, il gagne plusieurs millions de dollars par semaine. Oui, par semaine. Il faut dire qu'il a des méthodes pour le moins efficaces. Dès que quelqu'un le gêne, il le bute. Pablo Escobar est encore très jeune et il a déjà beaucoup de sang sur les mains. Alors pendant plusieurs années, Escobar développe ses activités criminelles et devient un peu le maître de la drogue entre la Colombie et les États-Unis. Il est tout puissant, tout le monde est à ses pieds, surtout les femmes. Le patron avait toutes les femmes qu'il voulait. À l'époque, il n'y avait que 2 types qui avaient un avion privé en Colombie, lui et un autre. Avec son avion, il allait cueillir les filles au Brésil et en Argentine. D'ailleurs, quand Pablo a 23 ans, il rencontre une très jeune fille, Maria Victoria Henao, très jeune, effectivement, car Maria a 12 ans. Pablo Escobar, quand il a 23 ans, sort avec une meuf
de 12 ans. 3 ans plus tard, Maria et Pablo se marient, contre l'avis de la famille de l'adolescente, mais ils se marient surtout parce qu'elle vient d'avoir 15 ans et elle est déjà enceinte de lui. Ensemble, ils auront 2 enfants, Juan Pablo, qui est né en 1977, et Manuela, qui est née en 1984. Siempre ocupé mi rol de ama de casa, de cuidar a mis hijos y de educarlos. Mientras Pablo salía a hacer sus actividades. Bon, et comme pas mal de parrains de la drogue comme on peut les imaginer dans les films, Pablo Escobar est très famille. Il est prêt à tout pour protéger sa mère, sa femme et ses enfants. Bon, après, il passe quand même son temps à tromper sa femme avec des filles plus jeunes. Bon, j'imagine qu'à cette partie-là de l'histoire, on peut dire que Pablo Escobar est installé. Il a une vraie vie de famille, et ses activités dans la drogue n'arrêtent pas de grossir. Juste parce que j'ai trouvé ça dingue, en 1976, il a quand même développé, avec l'aide d'un associé qui s'appelle Carlos Leder, un énorme réseau de transport et de stockage de drogue aux Bahamas. Et pour ce faire, Escobar et Leder achètent une île. L'île, c'est l'île Norman's Cay, sur laquelle ils font construire un hôtel, des pistes d'atterrissage, des héliports et surtout des aires de ravitaillement en cocaïne. Au même moment, en Colombie, il développe ses propres labos de fabrication de coke. Bon, et je vous précise quand même que Pablo Escobar, qu'on appelle quand même le roi de la cocaïne, consomme, lui, en vérité, très peu. Sur certaines archives vidéo qu'on a pu retrouver, on peut même l'entendre dire que c'est un peu ridicule de consommer de la coke. Il faut être réaliste. Nous sommes en train de vivre la civilisation de la cocaïne. La cocaïne est en train d'envahir le monde. Pourquoi est-elle en train de l'envahir? Parce qu'elle est une drogue moins forte, moins nuisible que d'autres. Le problème des drogués est un problème de manque d'éducation et de discipline. C'est pareil avec l'alcool. Il n'y a aucune différence entre un homme couché sur le trottoir parce qu'il est ivre et un drogué. On est toujours en 1976 et il décide de passer dans une autre dimension. Il va s'associer avec d'autres narcotrafiquants, notamment avec son pote Carlos Leder dont on parlait avant, et tous ensemble, ils créent le fameux cartel de Medellín. Le cartel de Medellín, c'est une dinguerie, mais avant de vous en parler, si t'es nouveau ici, salut, je m'appelle Gaspard G, je raconte des sujets d'actualité et de société le dimanche soir sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces petits rendez-vous du dimanche soir et ça fait trop plaisir. Abonne-toi donc si c'est pas encore fait. On est presque 600 000 et je disais, Escobar et ses potes créent le cartel de Medellín et c'est une dinguerie. À partir de là, je préfère vous prévenir, ça devient n'importe quoi. Le cartel de Medellín couvre tout le territoire colombien. Les mecs travaillent avec des tueurs à gages et tous les moyens sont bons pour faire passer de la coke. Dans des pneus de bagnole, via des sous-marins ou même grâce à des mules, c'est-à-dire des personnes, des vrais gens, qui passent la frontière avec des capsules de cocaïne directement dans l'estomac. Ouais, vous avez bien compris, ils avalent des sachets de cocaïne en plastique et ils les récupèrent à la fin du voyage. Je vous laisse imaginer comment. Ah oui, et info importante, le cartel travaille aussi avec la police, les juges et même les politiques. Faut bien comprendre que les hommes d'Escobar sont couverts par le gouvernement colombien qui autorise par exemple tous les vols illégaux d'avions ou d'hélicoptères qui appartiennent au cartel. À 29 ans, Pablo Escobar, qui est le chef du cartel, est libre de faire tout ce qu'il veut en Colombie. Bon, faut avouer qu'il a une méthode assez efficace. En fait, il dit aux gens, je fais ce que je veux, tu me laisses le faire, je te donne de l'argent, tu acceptes, ou tu meurs. Est-ce que c'est bon pour vous? Et les gens, en général, préfèrent garder la vie. C'est d'ailleurs sa devise qui est aujourd'hui assez célèbre et qui tient en 3 mots, plata o plomo, l'argent ou le plomb. On est en 1979 et tous les membres du cartel de Medellín sont désormais milliardaires. Les mecs ont tellement de thunes qu'ils doivent cacher des billets un peu partout. Dans les murs, dans les matelas, sous les lits et même directement dans des entrepôts à cocaïne. Et dans un business où tout se fait quasiment que en cash, il y a quand même un souci. D'énormes quantités d'argent ont disparu à cause des rats. Eh oui, les rats finissaient par bouffer les billets. Petit point sur les parts de marché, à ce moment-là, le cartel de Medellín contrôle 80% du marché mondial de la cocaïne. Je vous l'ai dit, c'est une dinguerie et ça ne s'arrête pas là. C'est cette année-là que Pablo Escobar, qui se fait désormais appeler Don Pablo, se fait construire un domaine de ouf. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo sur Michael Jackson où je vous parlais du domaine de Neverland. Bah là, c'est encore plus fou. Escobar se fait construire ce qu'il va appeler la Hacienda Nápoles à 100 km de Medellín. On est sur un domaine de 20 km², 20 lacs artificiels, 6 piscines, une piste d'atterrissage, mais aussi un zoo et une piste de karting. À l'entrée de la maison, il fait même installer comme un petit trophée une réplique de l'avion qui a servi pour son tout premier transfert de cocaïne vers les États-Unis.
Dans sa baraque, Pablo organise des giga-fiestas avec l'élite américaine et colombienne à base de coke et d'alcool. À ce moment-là, le cartel de Medellín est à son apogée. Il génère plus de 25 milliards de dollars par an. Et en dehors de ces énormes fêtes, Pablo distribue publiquement une partie de son argent aux pauvres. Il fait construire des clubs de foot et plusieurs centaines de maisons. En fait, il a carrément créé un quartier qui s'appelle le Barrio Pablo Escobar. Bon, ce quartier n'est pas officiellement sur les cartes, mais il existe, bel et bien. Il s'est construit en totale illégalité, mais ça renforce encore plus l'image de Robin des Bois moderne de Pablo Escobar. Les riches le voient comme une menace, les pauvres le voient comme un héros. Nada ha cambiado. Todo sigue igual. La lucha del pueblo. La guerra del poderoso contra el débil. Évidemment, je vous rappelle quand même que c'est la vitrine fantasmée. Le mec est un narcotrafiquant, un tueur, responsable de milliers de morts, et pour ternir un peu plus ce tableau déjà très sombre, dans sa propriété, le baron de la drogue reçoit de plus en plus de jeunes filles mineures. Publiquement et médiatiquement, Pablo veut apparaître comme un héros populaire. Il commence même à avoir envie d'être démocratiquement légitime, alors en 1982, il se présente au Congrès colombien. Et il est élu député suppléant au Congrès. Si le député est absent, Pablo le remplace. Tout le monde sait très bien qui il est, évidemment, mais la classe politique lui mange clairement dans la main. Après, être suppléant, ça veut dire être en seconde position, et ça emmerde Pablo Escobar. Pablo veut plus et s'intéresse de plus en plus à la politique. Et c'est à ce moment-là que les choses se gâtent. Pablo est à son prime, et là, ça va devenir très chaud. Escobar est très populaire à Medellín. En revanche, il a une très mauvaise réputation à la capitale, Bogota. Notamment deux mecs qu'il aime pas trop, le président colombien, Belisario Betancur Cuartas, et son ministre de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla. Janvier 1984, pour calmer un petit peu les ardeurs de Pablo Escobar en politique, ils mettent un peu le nez dans le financement de sa campagne de député et, vous imaginez, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour réussir à le faire expulser du Congrès. À côté de ça, il y a un autre cartel de la drogue qui veut sa peau. Ce cartel, c'est le cartel de Cali, géré par les frères Rodriguez Orejuela. Et puis, pour couronner le tout, le gouvernement américain commence à prendre la mesure du problème de la cocaïne et veut stopper les trafics de toute urgence. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. D'ailleurs, on commence à dire que le gouvernement américain veut pousser pour que les narcotrafiquants colombiens qui ont transféré de la drogue aux États-Unis puissent être extradés vers les USA et donc être jugés là-bas. Autrement dit, jugés bien plus sévèrement qu'en Colombie où la justice est quand même bien corrompue. L'avis d'Escobar et de ses hommes est le suivant: nous préférons une tombe en Colombie à une prison aux États-Unis. Es injusto que unas personas que cometieron un delito en el país sean juzgadas en otro y condenadas a penas que ni siquiera existen en Colombia. Vous commencez à sentir que le vent tourne quand même, alors Pablo Escobar et ses associés veulent frapper fort et marquer le coup. On est le 30 avril 1984 et Pablo Escobar fait assassiner Bonilla, le ministre de la Justice colombien. Bonilla, je vous le rappelle, était en faveur de l'extradition des narcotrafiquants colombiens vers les États-Unis. À ce moment-là, la femme de Pablo Escobar est enceinte jusqu'au cou et elle doit fuir avec son fils Juan Pablo en dehors de Medellín, tellement les menaces de mort sont fréquentes. Pour sa famille, c'est alors le début d'une longue, très longue cavale, puisqu'en tout, Marie-Victoria, Juan Pablo et la petite Manuela resteront cachés pendant 10 ans. Pablo, pendant ce temps-là, continue ses opérations, on peut presque dire qu'il est en guerre. En 1985, il réunit une sorte de milice avec plusieurs hommes, des révolutionnaires qui l'idolâtrent, des guerrilleros. Escobar va leur ordonner de mener un assaut terroriste contre le palais de justice de Colombie, dans lequel on trouve les juges de la Cour suprême colombienne. L'assaut est hyper violent, les guerrilleros débarquent armés jusqu'aux dents, ils font face à des chars de l'armée colombienne. Au total, l'attaque fera près de 100 morts, dont 11 juges sur les 24 de la Cour suprême. Au passage, les assaillants détruisent les actes d'extradition vers les États-Unis qui commençaient à être adoptés par les juges. Bon, et pour rester très factuel, c'est important de vous dire que si certaines sources disent que c'est Pablo Escobar qui est derrière tout ça, d'autres disent aussi le contraire. En tout cas, cette affaire ressemble un peu à un coup d'État, et quelques semaines plus tard, le gouvernement colombien, par peur d'être attaqué de nouveau, renonce au projet de l'extradition. Pablo Escobar est rassuré, il ne sera pas envoyé aux États-Unis. Sa joie sera de courte durée parce que quelques semaines plus tard, le projet est finalement adopté. Avec tout ce qu'il a fait, il sait qu'il risque gros. Il était déjà recherché par les forces de l'ordre, mais là c'est vraiment plus la même histoire. Maintenant il doit tout faire pour pas se faire attraper. Il commence à se faire construire des planques un peu partout en Colombie, et c'est le début d'une longue, très longue cavale.
Pablo Escobar devient l'homme le plus recherché de Colombie. Pendant plusieurs années, il arrive à esquiver les forces de l'ordre. Faut dire qu'il est pas mal aidé par des policiers déjà, qui travaillent pour lui, mais aussi par beaucoup de partisans, notamment dans les classes populaires, qu'il a beaucoup aidé. Si Pablo venait ici, il n'aurait même pas besoin de me demander l'hospitalité. Il est ici, chez lui, quand il veut. Et s'il vient chez nous, nous l'accueillerons à bras ouverts. Il est toujours le bienvenu. À chaque fois qu'une équipe part à sa recherche, il est prévenu. Escobar a toujours un coup d'avance sur les flics. La légende dit même que à chaque fois que la police arrive sur les lieux pour essayer de l'attraper, il tombe toujours sur une maison vide, bien rangée, le lit encore chaud, presque comme une provocation. Il y en a quand même un qui réussit à le trouver, et c'est un journaliste français, Tony Comiti. En 1988, les deux hommes se rencontrent dans la maison privée d'Escobar. Les images sont folles. Pour rappel, Escobar est toujours en fuite. En fait, au moment de cette interview, ça fait déjà 3 ans qu'Escobar est en cavale, et malgré ses 30 milliards de dollars qui le placent quand même 7e fortune mondiale, il commence un peu à fatiguer. Son plus grand plaisir, qui est de passer du temps en famille avec sa mère, sa femme et ses enfants, bon bah là ça devient un peu compliqué. Son pire cauchemar, c'est d'être extradé vers les États-Unis, alors il fait tout pour faire craquer le gouvernement colombien. Sa méthode, des attentats et des crimes de très grande envergure qu'il organise à distance depuis sa planque. Des exemples, il y en a beaucoup, mais il y en a un qui a pas mal marqué les esprits, c'est quand le 18 août 1989, Luis Carlos Galán, qui est le candidat favori à l'élection présidentielle colombienne, doit faire un discours très attendu dans la ville de Soacha, en banlieue de Bogota. Et au moment où le candidat monte sur scène pour prendre la parole, il est abattu devant la foule. Assez vite, tout le monde comprend que c'est Pablo Escobar qui est derrière tout ça, et il perd la ferveur du peuple qui soutenait Galán. Désormais, Escobar est même considéré par beaucoup comme un ennemi du peuple, et pourtant, il va pas s'arrêter là. Escobar décide d'éliminer un autre candidat à l'élection présidentielle, César Gaviria, le successeur de Galán. La méthode est sanglante, il sait que Gaviria doit prendre un avion le 27 novembre 1989, c'est le vol Avianca 203. Escobar fait placer une bombe dans l'avion, et seulement 3 minutes après le décollage, la bombe explose, en plein vol. L'attentat fait 107 morts pour rien, puisque le candidat Gaviria n'était même pas dans l'avion. Quelque temps après, César Gaviria est élu président de la Colombie. Dans tout le pays, mais surtout dans la région de Medellín, Pablo Escobar fait régner la terreur. Je précise qu'en parallèle de ces affaires très médiatiques, il y a énormément de meurtres en lien avec les narcotrafiquants tous les jours. Alors, les États-Unis s'en mêlent. Et puis, ça peut plus durer. Ils mettent à prix la tête du narcotrafiquant le plus recherché de la planète, ce qui motive pas mal de gens à s'investir dans sa recherche. Le gouvernement colombien crée carrément une unité spéciale dont la seule mission est de capturer Escobar. Cette unité, on l'appelle le bloc de recherche. Ainsi, les militaires américains et colombiens coopèrent pour tenter de choper Don Pablo Escobar. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Progressivement, les taux se resserrent, le bloc de recherche commence à tuer de plus en plus de proches de Pablo Escobar. Le criminel sent que ça commence à devenir un peu compliqué, alors il développe un plan. L'été 1990, Escobar fait kidnapper énormément d'enfants des familles les plus riches de Colombie. En gros, c'est une prise d'otage. Et il promet de les relâcher si les membres de ces familles riches militent pour faire supprimer les traités d'extradition. Escobar ne veut vraiment pas aller aux States. Et encore une fois, ces méthodes ultra-violentes paient. Les personnages les plus puissants de Colombie font pression sur le gouvernement qui finit par abolir les contrats d'extradition. 1 an plus tard, on est en 1991, Don Pablo est donc certain qu'il ne sera pas envoyé dans une prison américaine. Alors, pour enfin arrêter sa cavale, il se livre aux autorités colombiennes et avoue certains crimes, mais vraiment pas tous. En estos momentos históricos de entrega de armas de los guerrilleros y de pacificación de la patria, no podía permanecer indiferente frente a los anhelos de paz de la enorme mayoría del pueblo de Colombia. Pablo Escobar Gaviria. Bon, dans la foulée, le gouvernement colombien se vante évidemment d'avoir attrapé le narcotrafiquant le plus recherché du monde. Ce qu'ils oublient de dire, tenez-vous bien, c'est qu'il a lui-même dessiné les plans de sa prison. Parce que oui, ils vont construire une prison juste pour lui, et cette prison, il va la baptiser la cathédrale. Escobar va même jusqu'à choisir les gardiens qui le surveilleront. Alors, sa vie de prisonnier est plutôt chic, il a un terrain de foot, une boîte de nuit, un bar, un jacuzzi, il y reçoit sa famille, ses amis et des femmes bien sûr, et les flics n'ont pas le droit de s'approcher à moins de 20 km de la prison. Cette prison, pas besoin de le préciser je crois, c'est une vaste blague. En fait, le but de son emprisonnement est plutôt symbolique. On sait où il est, il ne fera plus régner la terreur en Colombie.
Malgré tout, il continue quand même à gérer de loin ses réseaux de trafic. Ces hommes ont des méthodes toujours plus violentes, il se fait même livrer certains de ses ennemis en prison, qu'il torture personnellement avant de les tuer. Ça marche bien la prison, c'est cool. La prison de la cathédrale, c'était le QG de la délinquance. Le centre du trafic de drogue, et le gouvernement le savait pertinemment. Comme tout le monde a conscience que cette prison est une vaste blague, en 1992, le gouvernement colombien commence à se dire que ce serait pas mal de serrer un peu la vis. Alors le président Gaviria, le même qu'il avait voulu assassiner, décide de transférer Pablo Escobar dans une autre prison. Une vraie prison cette fois. Tout ça remonte jusqu'aux oreilles de Don Pablo. Quand il l'apprend, il est hors de lui, hors de question de perdre son confort. Alors, il s'évade. Bon, d'un autre côté, c'est pas très compliqué quand on sait que les flics n'ont pas le droit de s'approcher à moins de 20 km de la prison. Pablo Escobar est donc de nouveau en liberté. Mais il n'a jamais été aussi seul, sa famille est cachée, ses collaborateurs ont peur de se faire choper s'ils traînent avec lui. Bref, Pablo est en cavale, il sait qu'il pourra pas discuter une nouvelle fois avec le président Gaviria. Il tente un dernier coup pour tenter de faire peur au gouvernement colombien. Le 30 janvier 1993, Pablo Escobar fait déposer une bombe en plein centre-ville de Bogota. Le bilan est lourd, une vingtaine de morts et 70 blessés. C'en est trop pour le peuple colombien, qui vit dans la terreur des attentats des narcos depuis plus de 10 ans. À l'apogée de l'ère Escobar, Medellín, c'est une no-go zone. Le type est un dangereux, il a fait tuer au cours de sa vie plusieurs milliers de personnes. Et après cette attaque sur des civils en 93, le peuple colombien commence à se dire que si la police n'arrive pas à choper Escobar, ils vont s'en charger eux-mêmes. C'est comme ça que naît Los Pepes. C'est l'acronyme des persécutés par Escobar. En gros, c'est une milice composée de ses ennemis venus de tous les milieux. Il y a des gens dont Escobar a tué des proches, des conservateurs d'extrême droite, des militaires, des membres du cartel de Cali, vous savez, c'est le cartel rival de celui de Medellín, et même des anciens du cartel d'Escobar qui ont finalement retourné leur veste. Los Pepes sont complètement déchaînés et éliminent de plus en plus de proches de Pablo Escobar. En parallèle, les services secrets américains et la police colombienne lancent l'opération Heavy Shadow, dans laquelle ils multiplient les arrestations des anciens associés d'Escobar. Au total, il y a eu plus de 20 000 perquisitions. À l'époque, à Medellín, il y avait plus de 1500 hommes à nos trousses. Des Israéliens, des Anglais, des Américains, les services secrets colombiens, la CIA, la DEA, la section de recherche. Et j'en oublie sûrement. Tout le monde nous pourchassait. Les mecs utilisent les mêmes méthodes qu'Escobar. Ils font carrément exploser à la bombe des immeubles qui lui appartiennent. Ils tuent ses chevaux, des gens de sa famille. Ça y est, ça sent la fin. Pablo Escobar est encerclé. Il change de planque presque tous les jours, c'est un rythme de cavale de dingue, mais la traque devient trop intense, le bloc de recherche finit par rattraper certains de ses associés les plus importants, et donc va démanteler progressivement le cartel de Medellín. Voilà, Pablo se retrouve bien seul, plus les semaines passent, plus sa famille lui manque. Il les appelle de temps en temps, très brièvement, et la règle de la cavale, c'est de le faire toujours en mouvement, pour pas se faire choper. Escobar a un téléphone portable, ça paraît pas dingue aujourd'hui, mais on est en 93, en même temps, dois-je rappeler qu'il est multimilliardaire. L'objectif, ne pas se faire repérer, il sait qu'il est sur écoute. Le 1er décembre 1993, Pablo Escobar fête ses 44 ans, caché, seul. Le lendemain, le 2 décembre, il veut parler à sa famille. Mais cette fois-ci, il prend moins de précautions, il reste plus longtemps au téléphone, sa planque n'est pas très originale, c'est en plein milieu de Medellín. Alors, les services secrets parviennent à le localiser. Les forces armées s'y rendent direct et ils sortent l'artillerie lourde, la maison est totalement encerclée. Pablo Escobar est pris au piège. Les militaires entrent dans la maison sans trop de difficultés. Ils tuent d'abord le garde du corps de Pablo Escobar. Dans la frénésie du moment, Escobar tente une dernière action. Il sort de sa maison par la fenêtre, monte sur le toit. Avec un pistolet dans chaque main, il tire dans tous les sens en hurlant et en insultant la police. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Pablo Escobar se prend 3 balles, une dans la jambe, une dans le ventre, une dans l'oreille. Pablo Escobar ne tuera plus. Le parrain de la drogue a été tué par les policiers à Medellín en Colombie. Après 18 mois de traque, le plus grand narcotrafiquant de l'histoire meurt sur le coup, la tête écrasée contre les tuiles du toit. Dans la foulée de cette élimination, les militaires, très fiers de leur coup, se prennent en photo avec son cadavre. Dès le lendemain de sa mort, le 3 décembre 1993, c'est la folie dans les rues de Medellín pour les funérailles de Pablo Escobar. Plus de 10 000 personnes assistent à cet événement historique, et quand beaucoup se réjouissent de sa mort, d'autres continuent à le célébrer. D'ailleurs, c'est marrant parce que, encore aujourd'hui, Pablo Escobar, c'est quelqu'un de
très controversé. Il fascine autant qu'il terrorise. Ce qui est certain, c'est qu'il ne laisse personne indifférent. Il suffit de voir l'incroyable succès de la série Narcos. L'histoire de Pablo Escobar, c'est l'histoire d'un petit délinquant devenu le plus grand narcotrafiquant du monde, jusqu'à se hisser 7e fortune mondiale et dont l'héritage se cache quelque part, on ne sait où. L'histoire de Pablo Escobar, c'est l'histoire d'un homme proche du peuple qui a construit sa propre légende. C'est une histoire pleine d'ambivalence et de zones cachées. L'histoire de Pablo Escobar, c'est aussi celle de la cocaïne, au cœur des relations entre les deux Amériques, celle d'une violence extrême au service d'un business complètement fou. C'était l'histoire de Pablo Escobar.